Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce troisième panel de la journée. Ce troisième panel se veut la continuité des deux précédents et puis annonce ce qui va venir par la suite. L'idée, c'était que, après avoir réfléchi dans un premier temps sur la façon dont, sur les imaginaires qui peuvent façonner la façon dont on parle et dont on écoute avec les migrants, on a eu un deuxième temps dans la journée qui permettait de se focaliser plus spécifiquement sur la façon dont les scientifiques adressaient la question migratoire, dont ils la concevaient, dont ils la travaillaient. Ici, dans un troisième temps, ce qu'on aimerait faire, c'est se tourner vers les premiers concernés, donc les migrants eux-mêmes, et puis se tourner également vers des acteurs de terrain, de toute première ligne, qui sont confrontés en permanence, au quotidien, aux enjeux liés à la migration. Donc j'ai le plaisir, et je voudrais très vivement les remercier de nous avoir consacré un peu de leur temps, mais le plaisir d'accueillir trois associations différentes et différents intervenants. Nous avons donc d'une part Serge qui va venir représenter la coordination des sans-papiers. Alors la coordination des sans-papiers que tout le monde ne connaît pas nécessairement, mais la coordination des sans-papiers définit elle-même, dans un document qu'elle a produit, les sans-papiers comme étant toute personne qui se trouve sur le territoire belge et qui n'a pas les papiers de séjour. C'est en fait une organisation qui rassemble tout un ensemble de collectifs et qui leur permet de travailler ensemble et d'avoir une plateforme commune de discussion et puis de représentation auprès du monde politique. Et je cite rapidement les collectifs, mais pour voir que ça regroupe pas mal de monde. C'est le comité des travailleurs avec et sans papiers de la CSC, le collectif des Afghans, le collectif Voix des sans-papiers, le collectif Mobilisation Groupe 2009, le collectif Voix des sans-papiers Saint-Josse, l'ex-groupe Ebola, Latinos Régularisation, le comité des femmes sans-papiers, la Voix des sans-papiers de Liège, la Voix des sans-papiers de Verviers, la Ligue des nettoyeuses, le collectif de la Maison des migrants et le collectif des Bengalais. Donc c'est une association qui rassemble un large panel de personnes, mais qui partagent tous donc le fait d'être en séjour, enfin de vivre en Belgique en ne disposant pas de papier de séjour. Une des raisons pour lesquelles on a voulu les inviter ou qu'on voulait les entendre, c'est qu'ils ont produit un document sur lequel on va avoir l'occasion de revenir, mais qui est à la fois une étude réalisée auprès d'un nombre assez significatif de personnes, 240 personnes interrogées qui ont accepté de répondre à un sondage et de produire du coup une analyse un peu de la situation des sans-papiers en Belgique. Et donc à partir de ce document, ils ont formulé des recommandations adressées au monde politique et qui pourront exposer maintenant plus en détail. Le deuxième intervenant que nous aurons, c'est la plateforme de soutien aux réfugiés, dont les représentants sont Mehdi Kassou et Adriana Costa Santos, que je remercie d'être là, qu'on doit peut-être plus présenter, mais enfin qui se sont créés à l'été 2015. L'association s'est créée à l'été 2015 autour de la situation dans le parc Maximilien, autour de la question de l'accueil des demandeurs d'asile dans le parc Maximilien et puis de l'hébergement. Et aujourd'hui, la plateforme va bien au-delà de la seule question de l'hébergement, puisqu'elle a développé une plateforme d'accueil également au sein de la gare de Bruxelles-Nord, sur lequel ils pourront revenir aussi. Et alors, on aura aussi l'occasion de les interroger. Et voilà, Modou, que je remercie de nous rejoindre. Et on aura l'occasion de les entendre. Alors, Mehdi me disait avant que du côté de la plateforme, ils n'ont pas produit de recommandations à l'adresse du politique, mais que c'est un choix délibéré. Et donc, je serais curieux de les entendre aussi sur pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de ne pas produire de recommandations à l'adresse du politique avant les élections. Et enfin, nous avons maître Jean-Marie Picard, qui est représentant de avocat.be, qui rassemble, j'espère ne pas me tromper, mais le barreau de Liège et de Bruxelles, tous les barreaux francophones et le barreau germanophone.
et qui est lui-même un praticien du droit des étrangers et qui, à ce titre et dans ce cadre-là, a participé à la rédaction d'un mémorandum qui a été adressé aux différents partis politiques en vue des élections, qui comporte également tout un ensemble de recommandations sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Les différents intervenants ici auront par la suite l'occasion de, en gros, de présenter dans une version malheureusement assez concise et résumée, mais enfin de présenter leurs recommandations et le cœur de leurs recommandations lors du prochain panel, le panel qui suit celui-ci, où seront présents les hommes politiques et où donc en quelque sorte ces recommandations sur papier pourront leur être adressées oralement, directement. Ce sera l'occasion de les interpeller, d'avoir une interaction immédiate avec eux. Je cède la parole à Yuri qui va juste redonner un petit peu le contexte historique notamment de la production de ces différents documents, qui va un peu expliquer ce qui les motive. Et puis après, je céderai la parole aux différents intervenants après avoir été déjà beaucoup trop long. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Martin. Vous m'entendez comme ça? Oui. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir permis de partager avec mon ami et collègue Martin la modération de ce panel. Je me permettrai de faire un court cadrage historique pour contextualiser certaines interventions de nos intervenants, notamment sur la question de la mobilisation, les mobilisations sociales de sans-papiers en Belgique. J'espère ne pas être trop long, mais peut-être commencer par dire que lorsqu'on parle de sans-papiers en Belgique, on estime leur nombre entre 100 000 et 150 000, soit à peu près 1% de la population. Donc en préparant cette intervention, je me suis longuement renseigné sur les origines de ce chiffre qu'on nous sort un petit peu à toutes les sauces. Et en me renseignant justement sur ces chiffres-là, je suis tombé sur une enquête qui a été réalisée en 2008 à l'initiative du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était Patrick de Waal, OpenVLD, pour ceux qui s'en souviennent. Et cette étude, commanditée en 2008, avait été confiée à une université hollandaise qui est l'université Erasme de Rotterdam et qui visait précisément à quantifier le nombre de sans-papiers en Belgique en vue d'organiser ou de mettre en œuvre une campagne de régularisation qui verra finalement le jour en 2009, je vais y revenir. Et je voudrais attirer votre attention pour faire le lien avec le panel précédent peut-être sur les nombreuses faiblesses de cette enquête dite scientifique. Tout d'abord, elle repose sur un échantillon non significatif d'à peu près 120 sans-papiers issus de 4 nationalités différentes. Et seuls 2 critères d'analyse à l'époque avaient été pris en compte et sur base des seuls témoignages. Le premier critère, c'était le nombre de personnes qui ont ou avaient recours à une activité délictueuse ou criminelle. Et là, dans le panel de 120 sans-papiers, c'était à peu près 10 personnes sur 120, soit 8,3% de la population. Et le deuxième critère était le recours à l'aide médicale urgente. Selon l'enquête, 13 personnes sur 120 sans-papiers, soit 10,8% des personnes. Et donc, le travail scientifique qui a été greffé là-dessus était d'appliquer ce même taux un petit peu farfelu de 8,3 et 10,8% à l'ensemble des situations connues de délinquance et d'utilisation de l'AMU, donc de l'aide médicale urgente. Et donc, en conclusion, en rapportant ce taux farfelu sur l'ensemble des situations connues, on est arrivé à un nombre qui est aussi entre 100 000 et 110 000 sans-papiers en Belgique. Alors à l'époque, plusieurs personnes, dont un démographe, avaient démontré la faiblesse de cette démarche et la marge d'erreur énorme de cette enquête. Et j'y rajouterai aujourd'hui qu'évidemment, une fois de plus, l'image qui était ainsi donnée aux sans-papiers était construite exclusivement sur les éventuels délits qu'ils avaient commis et sur le coût potentiel que les sans-papiers faisaient peser en matière de soins de santé à la société d'accueil. Et donc, on a une enquête produite par une université, mais au service d'un organe étatique, qui construit de facto un discours autour de 3 idées clés. Premièrement, les sans-papiers sont nombreux. Deuxièmement, les sans-papiers sont délinquants. Et troisièmement, les sans-papiers puisent énormément dans la sécurité sociale. Alors qu'importe finalement aujourd'hui le nombre de sans-papiers en Belgique, ce qui est important de rappeler également, c'est que historiquement, la Belgique est traversée par des mouvements de lutte, par des mouvements de mobilisation sociale en faveur de la régularisation de ces personnes sans-papiers. Alors ces mobilisations, dont le répertoire varie d'une mobilisation à l'autre, entre des grèves de la faim, des occupations d'églises, du lobbying politique ou des manifestations, et qui ont également rallié à leur cause une série d'acteurs extérieurs, des acteurs non migrants, comme des personnalités intellectuelles, des syndicats, des organisations religieuses, des ONG humanitaires, etc. Ces mobilisations, ces luttes
ont obtenu gain de cause à au moins 3 reprises dans l'histoire moderne de la Belgique, en ce sens qu'elles ont mené à l'organisation d'une grande campagne de régularisation des personnes sans papier. La première date, c'est 1975, au lendemain de la fermeture théorique des frontières à l'immigration de travail, où on régularise à peu près 5 à 8 000 personnes sur le territoire, via notamment l'intermédiaire des syndicats. En 1999, deuxième date de la campagne de régularisation, au lendemain du meurtre de Semira Adamou, vous vous souvenez, cette jeune Nigériane étouffée par les gendarmes chargés de son expulsion. La régularisation de 1999, c'est à peu près 30 000 dossiers qui sont régularisés. Et enfin, dernièrement, en 2009, il y a à peu près 10 ans, au lendemain d'un très large mouvement d'occupation des campus universitaires du pays, dont plusieurs personnes dans cette salle ont soit participé, soit se souviennent très très bien. Alors le problème avec ces 3 moments de régularisation, c'est qu'ils ont tous été organisés sous la forme d'une campagne dit one-shot, c'est-à-dire qui visait davantage à remettre à zéro les compteurs de l'immigration clandestine, plutôt que d'empêcher la reproduction et la création de nouvelles clandestinités et de nouveaux sans-papiers. Donc en effet, aucune de ces campagnes ne s'est soldée par l'inscription d'une procédure de régularisation permanente dans le droit, dans la loi de 1980 principalement. Et donc l'ouverture de la campagne ne restait ouverte que pour une période qui était relativement limitée, entre quelques mois et 1 an selon la période, et selon des critères de régularisation qui variaient eux aussi d'une campagne à une autre, mais qu'on ne pouvait plus faire valoir une fois la période refermée. Le résultat, il est celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que ces campagnes de régularisation, premièrement, n'ont pas empêché de nouvelles arrivées de personnes sur le territoire qui viennent grossir chaque année le nombre global de sans-papiers en Belgique et donc de sans-droit dans notre pays. Et d'autre part, ces campagnes de régularisation n'ont pas non plus empêché la mise en avant du pouvoir discrétionnaire grandissant du ministre en charge de l'immigration en matière de régularisation. Et donc, pour rappel, à l'heure actuelle, les 2 seuls canaux légaux de régularisation sur base individuelle, outre évidemment la demande d'asile et le regroupement familial, et je parle sous contrôle de mon voisin juriste, sont les articles 9 bis et 9 ter de la loi de 1980, qui est la loi qui régit un petit peu l'immigration en Belgique, et qui prévoit respectivement une régularisation pour des raisons exceptionnelles, c'est l'article 9 bis, et pour des raisons humanitaires, c'est l'article 9 ter, mais laissé à la discrétion du ministre et de son administration. Et donc jamais, en dépit de ces mouvements de lutte, jamais des critères clairs et permanents de régularisation ont été inscrits dans la loi afin de stopper la reproduction de nouvelles clandestinités et fluidifier quelque peu la régularisation des personnes sans papier. Alors en 2006 pourtant, un collectif de sans-papiers avait tenté de proposer une porte de sortie à ce flou juridique et s'était allié à différents collectifs d'avocats pour rédiger une proposition de loi qui inscrivait dans le marbre, une fois pour toutes, des critères clairs et permanents de régularisation et dont la réalisation serait confiée à une commission indépendante composée notamment de responsables associatifs de la défense du droit des étrangers. Ce projet de loi s'appelait le projet de loi UDEP, du nom du collectif de sans-papiers qu'il a porté à l'époque, qui était l'Union de défense des sans-papiers. Et elle avait, en 2006, été portée au Parlement pour obtenir une majorité par le parti écolo, était soutenue en partie notamment par le Parti socialiste et le CDH, mais faute de majorité, n'a jamais été votée. Je voudrais rappeler rapidement quels étaient les critères mis en avant par cette proposition de loi pour lancer vraiment les discussions. Donc le projet de loi UDEP proposait 5 critères de régularisation non exclusifs, c'est aussi important. Premièrement, il prévoyait la régularisation pour des personnes victimes de procédures d'asile longues, pour des personnes qui ont déposé l'asile, qui n'ont pas encore obtenu de réponse et dont la période d'attente est jugée trop longue. Deuxième critère, la régularisation pour des personnes qui se trouvent dans une impossibilité de retourner dans leur pays d'origine. Troisièmement, une régularisation pour des personnes malades ou souffrant de handicap. Troisièmement, la régularisation pour des personnes pouvant se prévaloir d'attaches sociales durables dans la société belge. C'était un petit peu le coup de génie de l'UDEP, c'était de réfléchir également à la manière dont des personnes sans papier avaient tissé des liens sociaux dans la société et qui ne leur permettaient plus de repartir si facilement dans leur pays. Et enfin, cinquièmement, une régularisation pour les personnes qui pouvaient se prévaloir d'un projet socio-économique qui mènerait à bien en Belgique.
Alors ce projet de loi ambitieux, je l'ai dit, n'a jamais obtenu de majorité suffisante pour être voté, mais toujours est-il que ce travail initié par des collectifs de sans-papiers comme l'UDEP va aboutir en pointillé, indirectement en tout cas, à l'inscription dans l'accord du gouvernement le terme 1, c'est en 2008, à l'organisation d'une campagne de régularisation sur base des attaches durables et qui avait prévalu du coup à ce large mouvement de mobilisation au sein des universités. Et toujours est-il que finalement, ce projet de loi et le travail de l'UDEP en général est resté un référent très puissant pour une série d'acteurs impliqués dans le soutien aux droits étrangers, et notamment pour d'autres collectifs qui ont vu le jour à la suite de l'UDEP. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, évidemment, que je me tourne vers nos collègues de la coordination des sans-papiers, parce que vous avez également pris à votre charge, et c'est ça que vous allez nous expliquer, pris à votre charge de rédiger, sur base d'une enquête que vous avez faite auprès d'une série de sans-papiers en Belgique, une série de critères de régularisation que vous voulez porter sur la table des politiques pour un prochain gouvernement qui, pour reprendre le titre de votre dernière manifestation, régularisera des sans-papiers. La parole est à vous. Merci. En fait, je ne sais pas si le micro donne, mais le travail que nous avons produit n'est pas né du jour au lendemain comme ça. En fait, nous sommes partis quand même de loin. Depuis 2014, on a essayé de toquer à la porte du gouvernement. Comme vous le savez, ce gouvernement ne semblait écouter personne. Ni les syndicats, ni les travailleurs, et surtout les migrants sans papier. Donc, la porte était hermétiquement fermée. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? On a fait à cette époque-là, en 2014, la caravane des sans-papiers, qui nous a menés à Liège, à Berviers, dans plusieurs villes, pour essayer de construire des ponts avec les citoyens, pour que les citoyens aussi mettent un visage sur les sans-papiers, parce que pour certains, ils n'avaient pas la connaissance de la question des sans-papiers. Et de ces échanges, on a aussi rencontré les politiques, et est intervenue la crise, ce qu'ils ont appelé, le pouvoir appelait la crise des migrants. Mais c'était loin d'être une crise des migrants, c'était la crise de l'accueil, parce qu'il n'avait plus au gouvernement de décortiquer l'accueil, et puis voilà, on s'est retrouvé avec les migrants qui arrivaient et qui n'étaient pas accueillis, qui se retrouvaient au parc Maximilien. Les sans-papiers aussi étaient les premiers à aller accueillir les migrants au parc Maximilien, ce que les gens ne disent pas aussi. Et alors, nous, à ce moment-là aussi, on a pensé que non, il était important aussi qu'on puisse parler de la crise oubliée des sans-papiers. Et on a continué notre travail. À un moment donné, la répression sur les migrants s'est installée, la stigmatisation, l'amalgame sur toutes les questions de terrorisme, tout était mélangé. Donc voilà, le méchant, c'était les migrants et les sans-papiers au bout de la chaîne. Le mouvement a failli être décapité. En dépit de cela, on a quand même gardé la barque. Beaucoup de nos amis qui étaient à la coordination ont été expulsés. Et à un moment donné, on a demandé aux deux grands syndicats de la place de mettre autour de la table les partis politiques pour trouver quand même un consensus sur la question des migrants, parce que c'est un problème des humains dont on parle. Parce que quand on parle des migrants, on ne sait pas de quoi. Il s'agit des humains, des personnes qui sont sans droit. Et donc, la CEC et la FGTB, ils ont appelé tous les partis politiques à un haut niveau. On s'est réunis au CIRE. Et les partis politiques au pouvoir avaient décliné l'invitation. Ceux de l'opposition étaient venus. On a fait l'état de lieu. Et tous étaient unanimes de se rendre compte que non, la question des sans-papiers méritait une solution. Parce que je vous assure qu'un sans-papier, pour nous qui le sommes, c'est comme quelqu'un qu'on enterre vivant. C'est quelqu'un qui est là, mais il n'est pas là. Invisible, transparent, il est tout sauf rien. Donc c'est compliqué de vivre cette situation. Nous, si les hommes, on arrive à supporter ça, mais nos enfants qui souffrent en silence, on a étalé toute cette question-là. Et les femmes, c'est ça que nous avons expliqué aux politiques. Les politiques nous ont écoutés à cette époque, tous les partis de l'opposition, je dis bien. Ils nous ont dit, écoutez, avec ce gouvernement, on ne sait rien à voir. Déjà aussi, le soutien aussi qui nous accompagnait aussi, nous l'ont dit, avec ce gouvernement, donc on prépare 2019, ok. Donc il est de bon loi qu'au moment venu, que vous puissiez trouver au moins des critères sur lesquels on pourra s'accorder pour
peut-être régulariser les sans-papiers. Nous, à la coordination, on s'est dit, mais nous sommes qui pour pouvoir réfléchir sur les critères? C'est quand même une patate chaude qu'on nous glisse là, c'est difficile à faire. Nous sommes repartis à notre base, on a discuté, on a tenu l'Assemblée générale, et à l'unanimité, on a pensé qu'il fallait faire une enquête, réaliser une enquête, et pour vraiment identifier tous les problèmes des sans-papiers, creuser dans le fond, faire un document, un support qui pourra apporter notre revendication. Et on a fait ce travail, ça nous a mené dans plusieurs villes, on a rencontré beaucoup de sans-papiers. Et la publication de ce travail a été fait qu'on puisse le produire en 2 temps. Le premier volet que nous avons présenté était en lien avec les élections locales, parce que les sans-papiers aussi vivent dans les communes, ils vivent dans les... Voilà, il y a des solutions qui peuvent être trouvées par les bourgmestres, tout ça. On a présenté ce travail. Là-bas, il y a des revendications en lien notamment avec l'aide médicale urgente, que nous pensons que non, qui doit être harmonisée parce que dans chaque commune donne l'aide médicale comme il l'entend. Là-bas, on l'accorde pas, on ne sait pas. C'est loin vraiment d'être une aide médicale urgente parce que moi qui vous parle, diabétique de mon état, j'ai failli mourir à cause de cette aide médicale urgente par la lenteur vraiment d'une assistance sociale qui vraiment n'arrivait pas à gérer un dossier qui a été transmis par un collègue d'une autre commune. C'était terrible. Et je ne suis pas le seul à pouvoir passer dans des situations comme ça. Donc on a essayé de dire que c'était possible aussi de combiner l'aide médicale avec l'aide alimentaire, vu qu'il y a parfois aussi des endroits où on peut avoir des colis alimentaires, parce que le premier médicament, c'est la nourriture. Donc tous ces dossiers-là ont été présentés dans ce travail. Et la question du logement aussi. Nous avons nos amis de VSP aujourd'hui qui ont déambulé dans toute la ville pendant près de 14 déménagements, alors qu'il y a des bâtiments vides et on n'arrive pas à donner la dignité aux gens en termes de logement. Parce que tout le monde sait que non, quand tu n'as pas un logement, tu ne sais plus faire quoi que ce soit. Donc l'idée, c'était de pousser les communes, de servir aussi de passerelle, de voir comment ils pouvaient s'impliquer. Surtout aujourd'hui, nous continuons à les interpeller. On a été reçus par près de 13 bourgmestres dans la ville de Bruxelles. Et ce que nous leur disons, c'est voilà, s'ils sont déclarés communes hospitalières, ils doivent aller au fond des choses. Voilà. Parce que la dynamique que nous avons créée avec la caravane des migrants, avec les grosses coupoles qui ont créé les communes hospitalières, les citoyens sont mobilisés, la plateforme, mais les politiciens doivent écouter les citoyens. Aujourd'hui, ils ont brillamment échoué avec l'accueil. L'accueil, c'est maintenant des citoyens. Et ça, on le dit que c'est possible de pouvoir se saisir de ce dossier-là maintenant qu'ils veulent faire, voilà, tout ce qu'on leur dit. Ils ne peuvent pas continuer à prétendre lutter contre la pauvreté en laissant les autres dans la pauvreté, en marginalisant les autres. Donc nous, en tant que sans-papiers qui vivons ici depuis des années, nous pensons qu'on a un rôle à jouer et on juge à ce rôle et que on le joue aussi pour nous-mêmes, pour nos familles, mais pour le pays aussi qui nous a accueillis et pour ceux qu'on a laissés dans le pays, parce que le migrant ne vit pas seulement pour lui-même. C'est dans ces 3 conditions-là qu'on vit. Voilà, la meilleure coopération de développement, je ne cesse de le dire, c'est nous-mêmes qui la faisons. Donc, dans ces échanges, on a essayé de construire notre discours pour pousser vraiment les politiques à penser que non, c'est possible de faire une autre politique que la politique de répression, qui n'a rien donné, parce que la répression, la fermeté qu'on a vue, ça s'accompagne toujours avec les violations des droits humains. On a vu ce que tout le monde a été témoin. Et donc, voilà, un enfant de 2 ans a été tué dans ce pays par cette politique de violence. Donc, il ne faut pas que ces choses-là puissent se répéter. Longtemps, on avait décrié la politique de stigmatisation de Théo Franken, mais les gens ne semblaient pas nous écouter. Par la politique de la migration, le gouvernement était rude et violent, mais c'est par cette même politique aussi que le gouvernement a chuté. Donc nous avons continué à travailler. On a essayé de capitaliser tout ce qu'on a fait avec les citoyens, avec tout ce qu'on a vécu comme commune hospitalière, comme naissance aussi de plateforme. Ça, c'est à l'actif de voir que non, il y a eu quand même l'échec d'une politique d'asile et migration.
Et pour ça, en ce qui nous concerne, on doit aller vers des solutions durables. Les solutions durables, il n'y en a pas deux pour les sans-papiers. Il s'agit de nous intégrer dans l'état de droit. L'intégration dans l'état de droit, ça veut dire être régularisé. Mais quand on prononce ce mot, apparemment, ça fait pousser les cheveux, ça fait dresser les cheveux dans la tête. Mais on demande une régularisation sur la base des critères. Donc, voilà, si c'est possible. On a écouté, pour nous, c'est souhaitable qu'on régularise tout le monde. Mais on met aussi de l'eau dans notre vin, et c'est pour cela que nous allons aussi dans le sens de ce qui a déjà existé. On ne réinvente pas la roue. On a essayé d'adapter la loi UDEP, qui avait été produite, que Yuri venait de citer, à une certaine époque, pour essayer de voir comment les gens peuvent être régulés. Je vais passer la parole à mon ami Modou, qui va s'appuyer sur ces critères que nous avons formulés dans le cahier, et sur lesquels vraiment nous allons insister auprès des politiques, notamment quand ils seront ici, parce que la régulation, c'est quoi? C'est donner des droits aux gens, c'est donner des droits aux femmes, par exemple. Les femmes, aujourd'hui, sans papier, au bout de la chaîne des personnes précarisées, largement exploitées, non pas seulement parfois par le travail qu'ils font, mais parfois par des gens, rien que pour les logements, rien que pour beaucoup de choses. Donc, c'est aussi vrai que dans ce pays, on lutte contre les violences faites aux femmes, mais les institutions doivent donner au moins des droits pour que ces femmes-là arrivent à se défendre. Donc, c'est ça. Les enfants, d'où vient-il que vraiment, on se demande, on s'est posé des questions, quel bonheur ou bien quel plaisir ceux qui se sont arc-boutés à enfermer les enfants tirent en enfermant les enfants. Rien que les centres fermés, nous pensons que tout le monde devait se lever pour qu'on supprime les centres fermés. Ça fait 22 ans, puis 20 ans que les centres fermés existent. Qu'est-ce que ça a donné de plus, bien en termes de bien-être aux Belges, l'existence des centres fermés? C'est ça aussi une vraie question. Qu'est-ce que ça a donné? Voilà. Vous avez expulsé tant de personnes, il y a des centres fermés, on fait rentrer les gens, on les sort, on ne sait pas. Ça donne quoi? Alors ça brise les gens mentalement et physiquement. Et tout ce temps, surtout la question de sans-papier, c'est un gâchis humain qui mérite d'être vraiment corrigé parce que, comme j'avais entendu ce matin, tous les humains devaient être traités de la même manière, c'est vrai. Et donc nous tenons à vraiment avoir cette régulation par le gouvernement. On nous avait dit qu'avec le gouvernement passé, on ne pouvait pas voir parce que ce n'était pas inscrit dans l'accord du gouvernement. Maintenant, là, nous sommes en train de militer et de pousser nos soutiens à ce qu'on parle de la régulation dans l'accord du gouvernement et qu'on l'ait. Mon ami Moudou va parler des critères que nous avons introduits. Merci Serge. Bonjour à tous et à toutes. Je pense que les critères, nous ne l'avons pas réinventés parce que c'est des critères qui ont été déjà proposés par la loi IDEP, que nous avons repris et retravaillé en même temps. Je pense que si on cherche les problèmes de la Belgique concernant la migration, on peut avoir échantillon au niveau de la vie des sans-papiers. Parce que l'étude qu'on a faite, qui a duré quelques mois, nous a permis de voir en clair qui sont réellement ces sans-papiers, quelles sont les personnes qui vivent étant sans-papiers et quels sont leurs vécus quotidiens. Et je vais le dire et le redire, ce n'est pas une vie. On a l'impression de vivre dans des camps de rétention à ciel ouvert. Parce que du moment où la personne a peur de sortir dans la rue, du moment où la personne a des difficultés pour avoir des soins, du moment où les enfants ont des difficultés pour être inscrits dans des écoles, du moment où les femmes ont peur d'accompagner leurs enfants à l'école, du moment où nous, en tant qu'hommes, on a peur de sortir pour au moins se débrouiller, pour avoir un petit revenu, pour subvenir à nos petits besoins. Donc je pense qu'il y a un problème. Ce n'est pas parce qu'on a demandé une régularisation que c'est un appel d'air, comme le disent souvent certains politiques, si je peux le dire. Non, pour nous, il est temps de corriger. Il est temps de prendre en compte les personnes sans papier qui vivent en Belgique depuis des années.
Parce qu'ils vivent dans une torture totale. Et on a l'impression parfois que les gens nous oublient ou font juste des constats et ça s'arrête là. Non, nous voulons que ça s'arrête. C'est pour cela qu'on a mené cette enquête, qu'on a essayé de définir les compétences au niveau communal et fédéral. Parce que souvent, la plupart du temps, c'était plus qu'on disait, oui, c'est au niveau fédéral, d'accord. Mais tout cela, cela dépend des lois qui peuvent être votées pour changer les choses. Étant donné que nous, on ne pouvait pas voter, donc c'est aux citoyens aussi de tenir en compte par rapport à cela. Les critères que nous demandons, c'est un minimum, mais c'est vital. Parce que si on réclame par rapport aux victimes de la procédure d'asile longue, c'est des personnes qui sont là depuis des années, ils sont dans la procédure, ils ne savent pas si un jour on va leur dire que vous avez un résultat négatif, vous devez quitter le pays ou pas, ou s'ils doivent garder l'espoir jusqu'un jour qu'on leur donne une enveloppe pour lui dire que voilà, vous avez eu votre protection subsidiaire, si je peux le dire. Ou bien les personnes qui se trouvent dans une situation d'impossibilité de retour au pays. Les personnes malades ou souffrent d'handicap, etc., etc. Et toutes ces personnes, c'est des personnes que nous trouvons dans les occupations. Les occupations, c'est des endroits où des sans-papiers se regroupent pour essayer de s'unir, réfléchir, pour mettre en place des idées pour pouvoir lutter de sortir de cette situation. Mais dans ces occupations, il y a des familles, il y a des personnes seules, il y a des malades. Je peux dire que ces occupations sont des nids de problèmes. Et le gouvernement ne peut pas dire qu'il les ignore. Et la majorité de toutes ces personnes qui y vivent ont des ordres de quitter le territoire. Mais pourquoi on les expulse pas comme les autres? Parce que ça coûte de l'argent d'expulser des personnes. Et pourquoi pas ce gouvernement ne faut pas réfléchir le contraire? Si ces personnes, on les met dans les droits, si ces personnes, on arrive à les régulariser, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à ce pays? Parce qu'on n'est pas des ignorants. Si on arrive à produire 2 cahiers de recommandations, c'est parce qu'on sait réfléchir. On sait aussi mettre des choses en place. Et on a la possibilité et on a la volonté de le faire. Mais juste ce que nous demandons, c'est qu'on puisse nous donner la chance de pouvoir s'exercer, la chance de pouvoir nous exprimer. Je m'arrête là pour le moment. Merci. Oui, je vais continuer. Un peu, mais je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir et rediscuter. Mais je cède la parole peut-être à Maître Jean-Marie Picard, si ça ne vous dérange pas, qui peut rebondir. Il me semble qu'une partie du mémorandum que l'avocat.be a rédigé a des échos, en tout cas, avec ce qui vient d'être dit. Et puis je donnerai la parole à la plateforme tout de suite après. Merci, je vous en prie. Merci. Donc ça marche? Oui, ça a l'air de marcher. Je vais revenir sur la question et notre proposition de créer une commission permanente de régularisation. Je voudrais faire 2 ou 3 observations, 2 ou 3 commentaires préalables. Nous avons effectivement rédigé un mémorandum que nous avons envoyé à tous les partis politiques. Et nous avons organisé un débat il y a une dizaine de jours avec les partis politiques francophones représentés au Parlement et les partis flamands qui voulaient venir. Le CDNV est venu. Donc on leur a soumis ce mémorandum sur lequel je vais dire un mot dans un instant. Mais dirigeant le débat, je les ai d'abord interpellés sur le ton qui était employé à propos de migrance. Et leur réponse, majorité gouvernementale, on s'entend, comme la plupart des partis de l'opposition, c'était de dire, mais oui, des propos excessifs, parler de Opkeusen, le parc Maximilien, dire qu'il n'y a pas de plus-value je ne sais pas ce qu'il avait dit, des Congolais, des Algériens et des Marocains, je crois. Ça ne va pas. Et d'ailleurs, nous ont dit les partis de la majorité, chaque fois, nous nous sommes opposés, et le Premier ministre a recadré. Et la question était réglée pour le ton, comme si c'était suffisant. Et je pense que c'est une question
première et fondamentale, et j'ai un peu l'impression, vous disant cela, de jouer aux exercices de style de Raymond Queneau et de revenir sur ce qui a déjà été dit ce matin, mais le principe des exercices de style, c'est précisément que chacun parle de son point de vue pour dire la même chose, et ce faisant, peut-être ajoute un petit quelque chose. La façon de parler de la migrance est importante pour la façon dont après ça elle sera traitée. Deux exemples. Il y a une notion qui semble banalisée, et d'ailleurs j'ai relevé que, évidemment sans arrière-pensée, mais vous l'avez employée, la notion d'appel d'air. Qu'est-ce que c'est l'appel d'air ? Moi, quand j'étais à l'école, on parlait d'appel d'air quand il y avait une alerte incendie. Il y avait la sirène qui tournait, on devait quitter la classe, et puis on faisait un débriefing, et on nous disait « Vous avez oublié de fermer la fenêtre et la porte », ça crée un appel d'air. L'appel d'air, on en parle quand il y a le feu. Ça veut dire qu'on nous emploie un argument, je ne vais pas dire un argument pompier, mais un argument d'incendie pour nous parler de l'immigration. C'est insupportable. Et donc je pense qu'on doit avoir ce réflexe difficile de pouvoir noter le ton, interpeller lorsque ce genre de propos sont tenus. Première observation sur le ton. Deuxième observation, j'ai fait la démarche d'aller voir les programmes des partis politiques qui se présentent aux élections, et de voir ce qu'ils racontent sur la migration. Et donc, j'ai ici un programme, ça fait quand même une bonne vingtaine de pages, hein, je ne vais pas tout vous lire, juste l'introduction. Alors, chapitre 16, une immigration mieux contrôlée. Le parti a repensé la politique d'asile et d'immigration dans un ensemble cohérent, alliant réalisme, humanité et fermeté. Assumée, contrôlée et correctement gérée, la migration peut constituer un apport positif à notre société. Pour conserver la confiance de la population, la politique d'asile et d'immigration doit garantir l'exécution et le contrôle des règles en vigueur tout en luttant drastiquement contre l'immigration illégale et en sanctionnant tous les abus en la matière. Nous sommes un pays des droits de l'homme, mais nous sommes intransigeants avec nos lois et nos valeurs. Si on tenait un discours pareil, je ne sais pas moi, à propos de la lutte contre la fraude fiscale des petits indépendants, parmi lesquels je me classe, on pousserait des hurlements. Mais ça paraît normal qu'on tienne, ou ça paraît acceptable, ou ça ne fait en tous les cas pas hurler, qu'on tienne ce genre de discours où on nous présente l'immigration comme une catastrophe, comme une bête sauvage qu'il faut juguler, et pas comme une matière qui doit être gérée. André Area a expliqué ce matin qu'il y avait le discours, mais qu'il y avait la gestion et qu'il y avait une politique migratoire. Je ne suis pas certain qu'il y ait une politique migratoire, il y a une politique de rejet. Et alors certainement depuis 5 ans, enfin, on n'a pas attendu Franken pour avoir un discours négatif sur la migration. Ça fait près une trentaine d'années que je m'occupe de ces matières, et je suis un peu désolé de rappeler que les premiers qui ont tenu ce discours, c'était Louis Tobach, Van den Bos et l'autre, le bourgmestre d'Ostende, hein, qui n'est plus maintenant, je ne reviens plus sur son nom, Van de la Notte, merci. C'est donc 3 socialistes flamands qui nous ont tenus, de gauche j'espère, donc, et je le pense, qui nous ont tenu ce discours en nous expliquant que la migration était quelque chose de dangereux. Je pense que dans les débats que nous avons, on doit être radical au sens de revenir à la racine des choses. C'est un discours qui est inacceptable si on veut construire quelque chose. Alors, j'en viens à nos propositions, et nos propositions qui sont, comme on dit en droit, issues de la pratique. C'est ce que nous avons vécu et ce qui nous est insupportable, qui nous a amené à faire non pas des recommandations, mais des propositions que nous entendons bien voir dans la déclaration gouvernementale. Il ne s'agit pas de quelque chose que nous mettons à disposition. Bien sûr, nous mettons à disposition, mais nous voulons aller plus loin et militer pour que nos propositions se retrouvent dans la prochaine déclaration gouvernementale. Dans la politique belge, c'est l'enjeu. Si c'est dans la déclaration gouvernementale, on peut aller de l'avant. Si ça n'y est pas, il faut vraiment qu'il y ait une catastrophe pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui puisse être ajouté. Et donc, il nous est apparu,
pas tout d'un coup, mais c'est en réfléchissant à ce que nous vivions en tant qu'avocats étrangéristes, c'est qu'il n'y a pas de gestion de la migration. Il n'y a pas de gestion comme il y a une gestion, bonne ou mauvaise, mais une gestion de la politique de santé, une gestion je sais pas moi, des investissements de la défense, une gestion de la politique des pensions, enfin tout ce point. Il n'y a pas de gestion, il y a un rejet. Et les choses sont organisées alors, on a une loi qui a... D'une part, on a une loi qui a bientôt 40 ans, et d'autre part, on a, heureusement, ça pourrait être nettement pire si on ne l'avait pas, les directives européennes qui empêchent de faire n'importe quoi. Mais dans cette liberté, on n'a pas de gestion, on a une politique de déni, une politique de rejet qui est non seulement insupportable, mais qui manque d'efficacité à tout niveau en termes de gestion d'une société. Quand on a, j'y reviendrai, quand on a un entrepreneur, un petit entrepreneur ou un entrepreneur pas si petit qui vient nous trouver en disant « Maître, il vient à deux, voilà le monsieur que je voudrais engager ou la madame que je voudrais engager. » Une fois sur deux, ils nous disent d'ailleurs « Ça fait 2 ans qu'il travaille au noir, mais je voudrais le régulariser. » On a donc un entrepreneur qui nous dit « Moi, j'ai besoin d'avoir un travailleur supplémentaire qui va m'apporter une plus-value. » Et donc, si on veut traduire ça en termes d'efficacité, qui va payer des taxes, qui va payer des impôts, qui va me permettre à mon entreprise de mieux fonctionner. Et donc, quand on a un rejet de ce genre de situation, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, quel est l'intérêt pour la Belgique quand on a une entreprise? J'avais le cas, et vous imaginez bien qu'on pourrait passer des heures à vous citer des exemples, mais un entrepreneur, il y en a 2 à Bruxelles qui ont sa spécificité, et il me dit, moi je suis à l'exportation, mais j'ai besoin de quelqu'un qui est là, qui est sans papier évidemment, que je voudrais régulariser pour lui donner ce travail, que je vais payer très convenablement. Refus, ça veut dire que cette entreprise, elle est vinculée dans son souhait de pouvoir se développer à l'exportation. Quel est l'intérêt économique pour la Belgique, à part pour permettre à la NVA de se faire soi-disant plus de voix? Mais sinon, c'est absurde. Donc, un déficit de gestion. Et ce déficit de gestion nous a amené à formuler des propositions de forme et des propositions de fond. Et les propositions de forme... J'attire votre attention. Ok. Alors, je vais être très rapide. Les propositions de forme, dans le dire et entendre la migration, elles sont importantes. Alors, j'espère qu'il me reste peu de temps. Je vais les passer rapidement en revue et on y reviendra peut-être. On ne vous arrachera pas le micro non plus. Hein. Non, mais je ne m'y accrocherai pas. Alors, premier élément qui paraît un peu iconoclaste et bizarrement, qui a reçu un appui de tous les partis, majorité comme opposition, que nous avons reçu à l'ordre des barreaux francophones et germanophones, c'est un audit opérationnel de l'Office des étrangers. Et tous les politiques qui étaient là nous disaient, ça c'est une boîte qui est opaque, on ne sait pas comment ça fonctionne, on n'a pas d'informations. Rapidement, on n'arrive pas à nous, en tant qu'avocats, on n'arrive pas à être reçus à l'Office des étrangers. Si j'ai un problème, un dossier d'urbanisme, un dossier fiscal, je vais à l'administration, on me reçoit, on discute, on met le dossier sur la table. À l'Office des étrangers, on n'entre pas. Vous savez sans doute que le Japon a la réputation d'avoir une politique en matière de migration extrêmement carrée. Il se trouve que mon fils a fait un Erasmus au Japon, et donc j'ai été avec lui, et comme les cordonniers sont les plus mal chaussés, il est parti sans visa. Et donc, on a introduit au Japon sur place une politique de régularisation. Donc, on a été à l'Office des étrangers japonais. Alors, j'étais surpris de voir, quand on arrive à la gare de métro le plus proche de cet endroit, qu'en anglais, il y a des flèches, il n'y a qu'à suivre. On nous renvoie jusqu'à un bus qui nous dépose devant l'Office des étrangers japonais, où on nous reçoit avec le sourire, et on nous dit, il faut aller au 3e étage, tenez, voilà le plan, et en un quart d'heure, on avait introduit... C'est absolument impossible en Belgique, ne fût-ce que de rentrer, et je pense que si j'avais été étranger ne connaissant pas du tout la Belgique, je n'aurais même pas trouvé cet Office des étrangers. Là, donc, c'est vous dire l'opacité, et je pourrais évidemment en parler longtemps. Donc, audit opérationnel de l'Office des étrangers, point 1. Point 2, vous savez sans doute que
nous avons, ça fait quand même 7-8 ans qu'on a ça, en Belgique, une procédure SALDUS. C'est-à-dire que si quelqu'un est arrêté en volant une pomme à la devanture d'un magasin, il va être entendu par la police et il aura le droit d'être assisté par un avocat. Et donc, ça permettra, c'est pas l'avocat qui va expliquer ce qui s'est passé, mais qui régule, qui s'assure que la procédure est bien suivie. Nous demandons la même chose pour les étrangers, qui maintenant peuvent être assistés d'un avocat devant le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, mais pas à l'office d'étrangers, pas quand la police les interroge et dresse un PV. Et on entend quand même trop de retours de maltraitance qui sont inobjectivables, sauf à dire qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas croire qu'il y ait de la fumée sans feu. Il y avait une proposition sur laquelle je passe rapidement et nous demandons, c'est aussi important, un enregistrement sonore des auditions au commissariat aux réfugiés. Ça, c'est pour les réfugiés. Je passe maintenant rapidement, j'espère ne pas trop déborder, sur les réformes de fond que nous proposons. Réforme du visa court séjour. Alors, c'est un peu technique et c'est d'autant plus technique que ça relève du droit européen, puisque les visas court séjour, c'est un règlement européen, donc la Belgique ne fait qu'appliquer. Je dis qu'elle ne fait qu'appliquer, pensons qu'elle applique durement. Pour le dire rapidement, voilà, pour le dire rapidement, si on a ce qu'on a maintenant, la forteresse Europe, dans laquelle il est très difficile d'entrer, une fois qu'on est entré, clandestinement ou non, on fait tout pour ne pas en sortir. Donc nous disons, il faut faire baisser la pression dans la casserole, dans la cocotte minute. Permettons beaucoup plus facilement d'avoir un visa court séjour, en permettant aux gens de venir, de repartir, de revenir et de repartir de nouveau. Et l'immigration clandestine dont on se plaint et le fait qu'elle soit clandestine peut justifier des plaintes, diminuera. Je pourrais en parler et donner plus de précision. Le temps presse. Deuxième élément, avant de venir à la commission de régularisation, une réforme des permis de travail. J'en ai dit un mot tout à l'heure. Il est quasi impossible, même pour ne pas dire tout à fait impossible, il y a une nouvelle loi depuis 1er janvier, une nouvelle réglementation. Il est impossible pour un étranger sans papier qui a trouvé un travail avec quelqu'un qui veut le payer tout à fait correctement, il est impossible de régulariser depuis la Belgique. C'est stupide, je vous ai donné un cas, et vous imaginez bien que je pourrais en citer une dizaine d'autres. Alors, dernier élément, commission permanente indépendante de séjour. C'est vrai qu'on vous a expliqué dans la presse longuement que les visas dits humanitaires, petite parenthèse, ne trouveraient pas dans la loi le terme de visa humanitaire. C'est un visa que le ministre peut donner ou ne peut pas donner un séjour. Il n'est pas limité à une raison humanitaire, mais effectivement, c'est une politique discrétionnaire du ministre. Il fait ce qu'il veut, il donne pas, il doit motiver, mais comme il a un pouvoir d'appréciation énorme, son obligation de motivation est réduite, et on a bien vu que le pouvoir discrétionnaire glisse à l'arbitraire sans aucune difficulté. Je ne dois pas vous rappeler l'histoire des visas syriens. Et donc, notre demande était effectivement d'avoir la création d'une commission de régularisation sur base de ce qui a existé à plusieurs reprises. La loi de 1980, dont tu parlais tout à l'heure, qui est la loi de base sur les étrangers, avait créé des commissions qui fonctionnaient présidées par un magistrat, avec un membre d'une ONG, avec un avocat. Et ça existait dans la loi de 80, je pense que ça existait à peu près jusqu'en 2000. Les commissions de régularisation qui ont existé avec la loi de 1999 fonctionnaient sur le même schéma. J'ai siégé dans ces commissions et je dois vous dire clairement, il fallait venir avec un dossier qui soit convenable, et on a malheureusement dû refuser des régularisations. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une machine à régulariser automatiquement, mais une machine à objectiver les décisions. Alors les critères, nous en avons formulé l'un ou deux, mais je pense qu'ils rejoignent, en étant moins précis, ceux que vous avez évoqués. Et donc, voilà, j'en dirai pas plus. Je pense que ce que vous avez dit est plus précis et certainement adéquat. Merci beaucoup, Maître. Je passe donc la parole au représentant de la plateforme citoyenne, Média Diriana. La parole est à vous.
Merci à vous deux. Je pense que votre présentation va nous permettre d'embrayer. C'est une des raisons pour lesquelles justement on n'a pas fait de mémorandum en particulier ou qu'on n'a pas rédigé de recommandations à destination du politique. En tout cas en l'état, c'est parce qu'effectivement on manque de recul. Serge le dit, c'est des années de lutte, de travail. Effectivement en 2015, les premiers actifs sur le parc Maximilien étaient les coordinations de sans-papiers. On parle ici d'acteurs présents et actifs depuis des dizaines d'années. Et donc je pense que pour répondre à cette question, il y a d'abord effectivement la jeunesse de la plateforme, son historique. On est né en 2015 et pour ceux qui étaient, et j'en vois quelques-uns déjà autour de rien que dans cette table ronde, à l'époque la question s'était déjà posée alors de comment rassembler toutes ces énergies. Il y avait d'une part une forte mobilisation citoyenne avec toute une série de personnes qui venaient poser un acte de solidarité avec des vêtements, des tentes, de la nourriture, etc. Et puis tout un dispositif militant, des avocats, des associations, des organisations humanitaires. Et donc il y a eu cette difficulté à un moment donné de faire en sorte que tout ça puisse se rencontrer et proposer une dynamique commune. À l'époque, et je pense que c'est aussi lié à la raison pour laquelle aujourd'hui nous n'avons pas cette même conscience ou force politique ou d'interpellation politique, c'est que ceux finalement qui sont restés dans ce qu'on appelle aujourd'hui la plateforme, ce sont principalement des citoyens arrivés de l'extérieur qui n'avaient pas la même conscience militante et qui ont choisi de continuer à répondre aux besoins matériels de terrain, l'accueil, les vêtements, etc. Alors, on a, évidemment, au cours des années, depuis 2015, il y a une maturité qui est intervenue, des consciences sont nées, et la question m'avait déjà été posée par Yuri dans une précédente interview. Effectivement, quand on a eu ce qu'on peut appeler un buzz aujourd'hui, le buzz de l'hébergement, tous ces gens qui se mobilisent à travers la Belgique, une des premières observations était quand même que ces gens venaient principalement pour poser un acte. Alors certaines d'entre eux effectivement venaient dire non à cette politique migratoire, mais la majorité d'entre elles, sur les 8000, venaient parce qu'il y avait une situation d'urgence, des femmes, des hommes malades, âgés, jeunes ou moins jeunes, qui avaient besoin d'une protection et d'être protégés de la police et ensuite du froid. On a même d'ailleurs très rapidement souligner le fait qu'à certains moments, le froid mobilisait plus au parc Maximilien que la politique migratoire qui était menée ou les opérations de police ultra-violentes qui pouvaient s'y dérouler. Donc je pense qu'il y a la question de la finalité de la plateforme. Notre rôle est principalement celui de venir poser des actes de solidarité, de venir répondre à des besoins. Et puis, cette urgence et la manière dont ces 40 000 citoyens au total à travers la Belgique, la manière dont ils y ont répondu, a conduit pour la grande majorité d'entre eux à une nouvelle conscientisation. Moi, j'ai plusieurs fois entendu dans le chef de certains hébergeurs ou hébergeuses le fait qu'ils réalisaient qu'il y avait deux Belgiques, qu'ils vivaient dans une Belgique et qu'il y avait une autre Belgique qu'ils ne connaissaient pas, un monde parallèle dans lequel les règles étaient faites pour que les étrangers, pour que les immigrés, pour que les sans-papiers, pour que les migrants perdent systématiquement et qu'ils l'ont découvert au travers de leur mobilisation. Et donc cette conscientisation, que je appellerais ça une conscientisation militante ou politique qui s'est installée, a conduit à toute une série de choses. Et donc on voit ensuite dans la foulée, et je pense que l'exemple du projet de loi des visites domiciliaires a été, dans notre lecture à nous, qui est encore une fois une lecture très amateur du militantisme, on s'est rendu compte qu'en donnant des outils à tous ces citoyens qui avaient découvert cette réalité, et des outils très simples, un courrier, une lettre, une méthode d'interpellation dans leur commune, en l'espace de quelques mois, des centaines, des milliers de citoyens se mobilisent à travers la Belgique, avec le reste de la société civile. Je pense qu'on n'était pas les seuls à se mobiliser, mais en l'espace de quelques semaines, plus de 150 motions sont votées pour s'opposer à ce projet de loi. Le citoyen se réapproprie cet outil démocratique. Et donc là, on se rend compte qu'il y a effectivement une carte à jouer. Et ensuite, une carte à jouer et peut-être une amorce pour nous, dans la SBL, dans l'association, de pouvoir commencer à réfléchir à cette dynamique de plaidoyer, d'interpellation. Et alors, il y a la deuxième partie, la raison aussi pour laquelle on a et c'est une question de temps, en fait, c'est que
on répond à une urgence, on est systématiquement dans l'urgence. Et depuis aujourd'hui près de 600 jours, quotidiennement, on tâche de mettre à l'abri plusieurs centaines de personnes, de leur offrir un repas dans la mesure du possible, de leur offrir un accueil, des vêtements. On a mis en place ce dispositif avec d'autres acteurs, le hub humanitaire, avec d'autres organisations humanitaires. Mais le fait d'être dans une réponse à l'urgence et le fait d'être clairement sous-effectif au niveau de la coordination et de la gestion de toute cette dynamique empêche, ou en tout cas nous empêche par moment de réfléchir et d'aller poser des recommandations claires. Sans perdre de vue que, évidemment, depuis le départ, on a, au travers de notre présence médiatique, au travers de ce qui a été fait, des communiqués de presse, des mobilisations, des manifestations, etc., systématiquement rappelé certaines revendications. Alors, pas des revendications qu'on a inventées, des choses qui existaient. La clause de souveraineté, c'est une clause qui existe, qu'on n'a pas inventée, qu'on a juste découvert et qui aurait permis de soulager. J'explique peut-être. Donc rapidement, la clause de souveraineté, c'est donc un pays peut souverainement décider de ne pas vérifier si le candidat à l'asile est passé par un autre pays avant d'introduire sa demande en Belgique et donc pourrait traiter la demande d'asile. Alors c'est important de préciser, si vous devez le répéter à l'extérieur, ça ne garantit pas l'asile, ça permet simplement d'introduire la demande et que le dossier soit traité, parce que c'est un peu la rhétorique qui est employée par nos très chers amis d'extrême droite, c'est qu'ils associent clause de souveraineté à obtention de l'asile et que donc ce serait une espèce de passe-droit qu'on demanderait, qui viserait à ce que chacune des personnes qu'on rencontre sur le terrain puisse demander l'asile. Et ensuite, la clause, le centre d'accueil et d'orientation, encore une fois, on n'a rien inventé. Quand en France, ils ont dû démanteler Calais, qui va atteindre entre 10 et 12 000 personnes. Les deux dispositifs qui ont finalement été activés, c'était d'une part des centres d'accueil et d'orientation à travers la France et d'autre part la clause de souveraineté qui leur permettait de demander l'asile sans être renvoyés vers les pays d'entrée. Alors qualitativement, tout ça peut être discuté, mais en tout cas, ce qu'on a fait immédiatement en 2017, c'est de dire on est face à 700-800 personnes, évitons, et en prenant la même rhétorique que celle qui est employée de l'autre côté, évitons le fameux Calais ou Petit Calais que vous dénoncez ou que vous voulez éviter, et mettons en place ce qui a été mis en place dans d'autres pays dès maintenant pour éviter une situation catastrophique. Et ensuite, il y a un troisième élément, c'est que bien qu'on ait obtenu, qu'on ait une force de mobilisation et que les citoyens se soient mobilisés au niveau local dans leur commune, qu'on ait eu un soutien des régions, d'abord il y avait le blocage au niveau fédéral, parce que la compétence aujourd'hui de la migration est au fédéral, mais ensuite surtout on a aussi compris que ce problème il est européen et que même si on devait demain obtenir des solutions très pratiques de terrain, de pouvoir avoir un espace d'accueil pour ces 700-800 personnes, un suivi PMS psychomédico-social qui se met en place. De toute façon, la question de Dublin ne va pas se régler au niveau belge. La question du passage ne va pas non plus se régler au niveau belge ou au niveau bruxellois. Et donc, et on pourra, à mon avis, en reparler cet après-midi avec les politiques qui seront présents parce qu'ils seront au niveau européen. Mais donc, aussi de dire, il y a un moment où on doit juste accepter que ce ne soit pas forcément de notre ressort, qu'on lâche prise, on n'a pas de possibilité dans l'immédiat de changer les choses. Et puis il y a cette traduction, et ça je vais laisser peut-être Adriana compléter ça, mais la manière dont chacun d'entre nous, ou chacun d'entre vous, pour ceux qui se reconnaîtront dans la salle, ont évolué et se sont appropriés cette mobilisation pour en faire finalement pour le transformer en acte militant ou politique. Merci. Oui, ça marche. Donc, je voudrais déjà commencer par rebondir sur ce que Mehdi disait par rapport à cette mobilisation qu'on a observée l'année passée. On sait qu'il y a plus de 11 000 personnes que, d'une façon ou d'une autre, ont pris contact avec la réalité des migrants au parc Maximilien. La majorité d'entre eux que j'ai rencontrés au début de leur démarche et qui disaient très souvent je ne suis pas militante, je ne fais pas de politique, j'agis parce qu'il y a une urgence, comme Mehdi disait, plutôt par le froid que par la répression.
la communication sur les réseaux sociaux qui a permis à des milliers de personnes de se rendre compte de cette réalité invisible, de ces abus de pouvoir, des violences policières, de la précarité qu'on imposait à ces gens, a permis à beaucoup de personnes qui ne s'étaient probablement jamais mobilisées avant sur ce sujet de prendre connaissance avec la réalité. On parlait ici sur des questions de forme, sur notamment l'idée d'appel d'air. J'aimerais qu'on revienne aussi à l'idée au concept de transmigrant qui a été introduit, si je ne me trompe pas, en Belgique par le gouvernement même, par Theo Franken même, et relayé par les médias très vite. En 2015, des personnes qui sont exactement dans le même cas de figure de ces transmigrants, je nuancerai après, étaient appelés réfugiés, même si ils n'avaient pas encore obtenu l'asile, on les appelait réfugiés. Et donc on jouait ce jeu de la légitimité entre les migrants et les sans-papiers et les réfugiés qui a été très intelligemment instrumentalisé pour diviser les combats. Et finalement, le fait que des personnes, même si à la base il n'y avait pas de démarche militante ou politique, de venir en aide à ces personnes qui avaient juste un mot de transmigrant et qui petit à petit ont eu un visage, a permis de exactement créer des mécanismes très naturels de déconstruction de ces pratiques discursives déshumanisantes de la question. Et donc, on s'est beaucoup de fois posé la question entre d'autres associations avec beaucoup plus de maturité, comme le disait Mehdi, avec beaucoup plus de capacité de plaidoyer, de communication et d'organisation de campagne. Comment est-ce que un citoyen qui parle à un citoyen a beaucoup plus d'impact que et le fait d'agir et de prendre contact avec cette réalité a permis à certaines personnes que, il y a 20 mois, me disaient « je ne suis pas militante » et qu'aujourd'hui me râlent si je ne suis pas à une manifestation. Et donc, il y a exactement une prise de conscience de cette réalité parallèle, de ce fait que nous, on a des droits et que ces droits ils peuvent être mis en pratique pour protéger d'autres personnes. Et si on revient à cette question des transmigrants et à ce que Serge disait sur le fait de tout simplement d'avoir peur en sortant à la rue, ces transmigrants, ce qu'on entend à la maison quand on accueille sur le terrain au parc Maximilien, c'est que c'est surtout et avant tout cette peur qui les pousse à partir vers l'Angleterre, le fait qu'il n'y ait pas de carte d'identité physique et donc qu'il n'y ait pas de contrôle aux faciès comme se passe dans tous les gares et dans les transports publics à Bruxelles. J'entendais un garçon, juste pour donner un exemple plus concret, il y a quelques jours, qui est entré en Europe, passé par l'Italie et donc systématiquement renvoyé vers l'Italie. Au moment où il y a eu le démantèlement de Calais, il a eu exactement, grâce à cette clause de souveraineté, l'occasion de demander l'asile en France. Il faut savoir que pendant toute sa procédure d'asile en France, il a été sans abri et donc il a passé 8 mois dans la rue dans l'attente d'obtenir l'asile, sans savoir qu'il avait droit à un avocat, sans accès à rien du tout pour pouvoir le soutenir administrativement. Et une fois que cette demande d'asile a été refusée, il continue sans abri, cette fois-ci à Bruxelles. Ça ne change pas grand-chose. Et quand je lui demande pourquoi est-ce qu'il n'essaye pas peut-être en Belgique introduire une demande d'asile, d'être soutenu, de revoir sa situation tout en sachant qu'il n'y a presque aucune chance que ça arrive. Il m'a répondu que c'est pour ça que ça fait 3 ans qu'il ne travaille pas et qu'on devient fou si on passe 3 ans sur la route sans avoir aucun but, aucun projet, à part ces 8 mois qu'il a passé en attente d'asile. Et donc il m'a dit que c'est ça qui motive à
aller risquer la mort dans des camions et qu'il m'a dit très clairement, c'est la seule chance que j'ai de travailler et de dignement me payer mon propre appartement, ma propre nourriture et de pouvoir faire quelque chose même en étant sans papier. Et donc, pour moi, à partir de maintenant, ça sera l'Angleterre ou la mort sous un camion. On espère qu'il arrive éventuellement. On ne sait pas très bien pour quel futur, mais bon. Revenant à cette réalité parallèle, on voit aussi qu'il y a, suite à cette possibilité qu'on découvre, que beaucoup de citoyens découvrent, de mettre leurs droits au service des personnes qui n'ont pas de droits. Il y a aussi une frustration de se rendre compte exactement de ce qui était dit ici tout à l'heure, qu'il n'y a pas effectivement de gestion. Et donc, d'abord, on est content parce qu'on a des droits, on connaît un peu les systèmes, la bureaucratie du pays, donc on peut aller se renseigner pour renseigner d'autres personnes. Ça, c'est quelque chose qui a été très important dans la vie de centaines de personnes, surtout des personnes mineures qui n'avaient aucune notion de leurs droits et qui les ont appris grâce au renseignement des citoyens, qui découvrent tout d'un coup le droit des étrangers, les systèmes, l'opacité des systèmes dont on parlait, blocage pour accéder à tout ce circuit de la migration, soit au centre d'accueil, au centre fermé, ou l'accès à l'aide médicale urgente, des citoyens qui autrement n'auraient jamais eu le besoin ou l'intérêt d'aller se renseigner sur ce genre de choses, découvrent l'absurdité de cette situation, surtout l'arbitraire dans tout ça. Et juste pour terminer, on parle beaucoup ces derniers temps d'essoufflement, on parle du fait que peut-être les citoyens ne se mobilisent pas autant. Je voudrais vous dire qu'en étant fort à l'intérieur de tout ça, et donc en contact avec beaucoup de gens qui continuent à se mobiliser, la majorité des choses qui sont faites autour de la plateforme, même s'il y a énormément il y a eu en tout cas beaucoup de médiatisation autour de cette question de l'accueil, ce sont des milliers de gestes invisibles et de combats invisibles pour obtenir une aide médicale urgente. Ce sont des mois pour aller à des rendez-vous au CPAS, pour faire sortir quelqu'un d'un centre fermé, pour éviter une expulsion, pour lancer des pétitions, pour accompagner un demandeur d'asile dans des procédures qui peuvent durer 1 an et demi, pour tous ces petits gestes qu'on sait que sont faits partout dans des milliers de foyers en Belgique, montrent pas vraiment, à mon avis, un essoufflement, mais une évolution de la mobilisation. Et donc, ce qui a été fait dans l'urgence pour répondre au froid, aujourd'hui, est un vrai accompagnement et une tentative au cas par cas, puisque c'est un système qui est arbitraire, de gérer des petits cas qui on ne peut pas forcément voir, mais ça ne fait pas, ça ne dit pas qu'il n'existe pas. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, on va se tourner vers la salle pour ceux d'entre vous qui auraient des questions, ceux et celles. N'hésitez pas, on vous demandera juste d'essayer d'être le plus concis possible. Et alors, je propose, pour ne frustrer personne, de prendre une batterie de 2-3 questions et puis de les adresser à nos intervenants. Je me demande quelle est la particularité finalement de la plateforme citoyenne par rapport aux réseaux de militance qui sont organisés, qui existent bien avant 2015. Et ma deuxième question, c'est, elle n'est pas nouvelle, mais je pense que c'est une question qu'on doit continuer à se poser, c'est dans quelle mesure faire appel à des citoyens par des discours humanitaristes d'aide et caritative ne renforce pas cette dichotomie entre assistance, protection de certaines populations et contrôle des hommes. Comment finalement comment en fait ce double discours ne se retrouve pas aussi dans différentes formes d'engagement et comment la plateforme n'exacerbe pas quelque part ces discours-là alors que les réseaux de militance existent et existaient bien avant la plateforme. Voilà. Oui, je peux en tout cas répondre à la deuxième partie de la question. Je pense que tout le monde ici autour de la table est plus
près que moi pour répondre à pourquoi est-ce que la plateforme a eu cet effet-là et pas toutes les autres associations qui existent depuis beaucoup plus longtemps et qui ont beaucoup plus d'outils et d'histoire de militantisme. Cette question par rapport au discours humanitariste et donc si le fait de les utiliser n'accentue encore plus la division entre ces deux mondes, comme je disais tout à l'heure, peut-être on peut aller encore plus loin dans cette description. Les personnes, pensons à l'idée de l'enfermement des enfants. J'ai entendu énormément de gens qui se mobilisent autour de la question des centres fermés depuis des années et qui s'indignent un peu par le fait que maintenant qu'il y a l'enfermement des enfants et des campagnes qui naissent autour de cette question, 10 ans après l'interdiction de la Belgique de le faire. La question de l'enfermement des enfants renvoie avant tout des citoyens qui, à nouveau, se mobilisent parce que ce sont des enfants. Vers la réalité des centres fermés. Et donc, quand on a des personnes qui découvrent la réalité des centres fermés, très difficilement, elles vont se limiter à la question des enfants. Et progressivement, ça va leur permettre de prendre contact avec une réalité dramatique d'adultes, de femmes et d'hommes qui sont dans cette même réalité. Je ne suis pas sûre que si elles avaient été indignées par cette nouvelle réalité, si cette question serait aussi prenante comme elle l'est aujourd'hui. La même chose pour cette distinction entre les réfugiés ou les transmigrants et les sans-papiers et des questions de régularisation. Oui, on les accueille à la maison pour les protéger de la police. Non, on n'est pas pour la régularisation mieux organisée. À nouveau, la prise de conscience pour ce qui sont les personnes qui sont au parc Maximilien et qui sont pas seulement des transmigrants, si on veut revenir sur ce mot, mais aussi de tout le type d'histoires et de projets, de parcours migratoires différents. Forcément, la mobilisation pour le froid rend une visibilité à d'autres sujets qui vont par la suite être beaucoup mieux compris parce qu'il y a une prise de conscience personnelle. Si on continue, si on entend seulement des discours sur des réalités qui nous sont complètement incompréhensibles, on n'aura pas la même capacité, je pense, de se mobiliser que si on rencontre Adam qui est sans papier et qui a vécu une telle et une telle chose, et ça permet de rendre humaine toutes ces causes. Peut-être juste rajouter un mot sur la première partie de la question. Assez curieusement, je pense que ce qui a aussi participé à cette dimension, cette grande mobilisation, c'est justement l'absence de militantisme. Je me souviens, moi, d'un événement en particulier autour d'une manifestation où des amis, d'autres militants, d'autres collectifs, les jeunes anticapitalistes, pour ne pas les nommer, postaient beaucoup d'informations dans les groupes liés à la manifestation et dans l'événement, etc. Et je vais prendre d'autres exemples que celui de ma propre maman, Véronique, bonjour, qui, à la lecture de ça, et qui était hébergeuse et qui découvrait cet univers de la migration, de l'accueil en Belgique, de la question des sans-papiers, etc., mais qui accueillait et donc commençait à s'ouvrir à cette dynamique. Je me souviens d'une réaction qui m'a fait prendre conscience qu'elle devait probablement exister chez d'autres personnes qui découvraient ce milieu-là. C'est braqué en me disant: qu'est-ce que c'est que finalement ce mouvement que tu défends et pour lequel tu prends la parole systématiquement? Est-ce qu'il y a des revendications politiques derrière? Est-ce qu'en hébergeant j'adhère à une idéologie? Est-ce que ça veut dire que je suis anticapitaliste? Et donc il y a beaucoup de gens pour qui, je pense vraiment, qui ont pu rejoindre ce mouvement parce que justement il n'avait pas d'identité militante, d'identité politique. Et on a répété, je prends un tort et à travers et partout et tout le temps qu'on était un mouvement au départ où on disait apolitique, en tout cas certains disaient apolitique. Moi j'ai toujours dit à partir
partisans surtout, et je pense que ça a contribué à ce que justement chacun et beaucoup d'entre nous puissent s'approprier ce mouvement, en tout cas se sentir comme faisant partie d'un mouvement qui ne leur imposait pas derrière de devoir poser des actes militants ou de devoir prendre une position politique. C'est un acte de solidarité. L'acte de solidarité peut traverser a priori toutes les couches de notre société, tous les positionnements politiques, tous les partis politiques de droite ou de gauche. Et donc voilà, je pense que ça a en grande partie contribué à cette dynamique-là, à cette dimension. Quelque chose sur la mobilisation, parce que les gens se mobilisent parce qu'il y a eu l'échec d'une politique, en fait. La politique d'asile et migration, c'est un échec. Et que les gens qui ne pouvaient pas rester les bras croisés, voir ces drames qui s'est passé devant leurs yeux, on pensait que non, il était bon là de se mobiliser. Aujourd'hui, on se mobilise sur toutes les questions, que ce soit climatiques, tout ça, parce qu'on est touché par ces questions. Vous avez vu avec le gouvernement qui est en affaires courantes, c'est un gouvernement qui a mené une politique qu'on peut dire carrément radioactive, qui a touché tout le monde, qui tapait sur les travailleurs, qui tapait sur les pensionnés. Et à un moment donné, les gens aussi voulaient aussi donner de leur voix pour dire que non, pour cette question, ça doit changer et c'est possible que ça change. Parce que sur la question de la migration, là où on a bien vu le cynisme du gouvernement est allé à son apogée, lorsqu'il a pensé même créer une loi pour aller arrêter les gens avec le projet des visites domiciliaires. Il a échoué avec l'accueil, quand on sait bien que l'accueil, c'est du ressort de l'État. Dans tous les pays du monde, l'accueil des migrants, c'est du ressort de l'État. Donc, je crois que la mobilisation est née, c'est parce que la politique a été trop rigide, radioactive, a touché tout le monde, et c'était de bon endroit que les citoyens qui ne se reconnaissaient pas dans cette politique, parce que eux aussi, à un moment donné, peut-être dans l'histoire, ou bien ça peut aussi arriver à tout le monde. Aujourd'hui, si ta maison brûle, je crois que ton voisin peut t'héberger pour... Et c'est ce que nous avons vécu. Nous saluons aujourd'hui le travail de la plateforme. Nous saluons ça tous les jours. Mais l'idée, c'est de voir les politiques reprendre cette question, de mettre l'humain au centre de leur action publique, ceux qui vont prendre le mandat qui viendra. Parce que l'accueil partout, même quand vous voyez le logo du HCR, ça commence par le toit. C'est un toit. Il faut donner un toit à celui qui vient. Vous donnez un toit, en ce moment-là, les autres aspects des soins, de formation, et on le met dans un processus d'intégration. Mais sinon, vous le laissez comme ça là, 10 ans sans papier, c'est un gâchis humain. On n'en sort pas correct. On en sort abîmé. Point final. On en sort abîmé. Tu ne peux pas rester 10 ans et puis tu sors comme ça là, tu es totalement décati, paumé, tout un temps perdu pour rien. Et c'est inhumain ça de faire ça dans un pays qui est du droit. Donc c'est pour cela que nous aujourd'hui, cette régulation, il faut qu'on l'arrache. Merci beaucoup. Oui, je t'en prie. Remercier, moi, Serge, mais là, à titre plutôt personnel, parce que j'ai effectivement rejoint ce mouvement en 2015. Il y a une conscientisation qui s'est créée au fur et à mesure. Je te remercie pour les mots que tu poses maintenant. Et je veux juste terminer par une phrase qu'on a beaucoup répétée de 2015 aujourd'hui, que j'ai beaucoup entendue et qui est de plus en plus partagée et qui va permettre de rejoindre cette conscientisation progressive ou évolutive. De plus en plus, et on le sait, et aujourd'hui on est plusieurs dizaines de milliers un peu partout en Belgique, à prendre conscience, comme j'ai dit tout à l'heure, que les règles sont un peu truquées, qu'elles sont faites pour faire perdre certains, mais surtout et de plus en plus nombreux à bien comprendre que tout ça est intrinsèquement lié, qu'on essaie de nous faire des grands écarts entre la gestion de l'accueil, des demandeurs d'asile, les régularisations, le droit des étrangers, tout ce qui se passe entre les deux en termes de justice sociale, et que simplement aujourd'hui on est plusieurs dizaines de milliers à le comprendre, et que
entre le point d'entrée et le point par lequel on essaie de faire sortir les personnes issues d'immigration ou qui arrivent ou migrantes, et bien simplement ces points sont en train de se rapprocher de plus en plus dans la conscience collective, et que donc cette lutte n'est pas prête de s'arrêter, on est juste de plus en plus nombreux à la mener, et j'espère sincèrement que cette année, ou 2019 en tout cas, sera l'année de la prochaine grande régularisation. Eh ben, je suggère de terminer sur ce mot d'encouragement et de vous remercier vraiment du fond du cœur tous pour vos interventions.